Chers internautateurs et chères internautatrices, bienvenue à ce Strip Track très particulier puisqu'aujourd'hui nous recevons un auteur et pas n'importe quel auteur puisqu'il s'agit de monsieur Arthur de Pince, auteur entre autres de Zombillenium, de Péché Mignon, de La Marche du Crabe et si nous recevons aujourd'hui, c'est pour la sortie fin novembre 2018 du 4e tome de Zombillenium. Bonjour Arthur. Bonjour. Alors, on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Zombillenium, c'est quoi? C'est un parc, un parc d'attractions dans le Nord, autour des zombies, des monstres, des vampires, des loups-garous, etc. Mais qui a une spécificité que ne connaît pas le public, puisque l'ensemble du personnel sont réellement des zombies, des vampires, des loups-garous, Voilà. parce que ce sont des âmes damnées. C'est ça, en fait, ils appartiennent au diable, comme tous les monstres, en fait, ils ont vendu leur âme au diable. Et surtout, ce parc, pour eux, je dirais à la base, c'est un peu la seule manière qu'ils ont de se cacher. C'est-à-dire que c'est un peu le proverbe, la meilleure façon de se cacher, c'est de se montrer. Bon, eux, ils sont dans le parc, en plus, ils divertissent le public, en plus, ils rapportent de l'argent, donc tout le monde est content. Et personne ne se doute que ce sont des vrais monstres. Alors que s'il n'y avait pas ce parc, ils seraient obligés de se planquer, je ne sais pas où, et de se faire poursuivre par les villageois en colère. Mais c'est une entreprise, et évidemment, comme toutes les entreprises, il y a des problèmes, comme on peut voir d'ailleurs en ce moment. D'ailleurs, il y en a toujours un peu, surtout en France, et il y a des problèmes liés effectivement à la hiérarchie, aux conditions de travail, parce qu'évidemment, Zombillenium comporte en son sein un manager, donc il y a le grand patron qui est le parc, le manager qui est un vampire, il y a aussi un délégué syndical qui est un squelette, et qui mène justement des grèves avec les zombies, il y a un DRH qui est un loup-garou, et il y a bien sûr une petite stagiaire qui est la fille du grand patron, qui est une sorcière. Et je trouvais que ça collait bien avec justement le fait que ce soit le diable qui soit le grand patron, et que le diable envoie sa fille faire un stage ouvrier, et d'ailleurs c'est ce qui se passe d'ailleurs au début du film, parce que Gretchen au début débarque dans Zombillenium, et puis c'est une ado, et ça la saoule, et elle aime pas les zombies, et voilà, elle a envie de faire autre chose, et elle tire tout le temps la gueule, donc ça correspond exactement au profil type de l'ado qui fait son stage d'observation. Alors, tu parles déjà du film, sachant que la série, là, l'année prochaine, ça va faire 10 ans que tu travailles sur cette série, Voilà, donc c'est quand même quelque chose sur lequel tu t'es énormément investi. Les 3 premiers albums sont sortis, et ça finit sur un cliffhanger. L'album est sorti en quelle année? C'est en 2013, je crois, si je ne dis pas de bêtises. 2013. On est sur un énorme cliffhanger, ça se termine par un énorme cliffhanger, et puis après, on en a un trou de 4 ans, parce que pendant 4 ans, tu vas travailler sur le film. Voilà, c'est ça. Moi, l'envie de faire un film, de toute façon, je l'ai depuis très longtemps, même bien avant avoir commencé Zombillenium. Et alors, quand avec mon producteur, mon co-réalisateur, on a commencé à se demander ce qu'on allait faire raconter comme histoire, c'est vrai qu'on a très vite écarté le fait de raconter strictement le tome 1. Déjà parce que ça ferait 20 minutes, donc pour un long métrage, il faudrait rajouter, étoffer et tout ça. Et on a essayé plein de versions, évidemment, ça ne marchait pas des masses. Et on a surtout on a réalisé que pourquoi on galérait à écrire ce film, c'est qu'en fait, c'est à cause du personnage d'Aurélien, qui est le personnage principal de la BD. Dans le tome 1, c'est vraiment une entrée en matière, c'est-à-dire qu'on rentre dans le parc à travers le personnage d'Aurélien, qui fait qu'en fait, c'est un personnage un peu creux. C'est un personnage que j'aime bien, mais qui est très passif, qu'on suit, mais qui se laisse porter vraiment par le cours des événements. Mais pour un film, on ne peut pas avoir de personnage comme ça. Je dirais qu'un personnage lunaire comme ça marche pour une BD, mais pour un film, pour la dramaturgie du film, il nous fallait un personnage plus consistant, et c'est pour ça qu'on a remplacé Aurélien par Hector, qui lui ressemble beaucoup, il faut avouer. C'est aussi un humain qui devient un démon, même en démon aussi, il lui ressemble un peu. Et puis c'est vrai qu'il y a des scènes très similaires, quand il visite les couloirs, les coulisses avec Francis, il y a des scènes qui se ressemblent dans les deux, mais c'est des scènes on ne pouvait pas y couper, puisque c'est évidemment les scènes où on découvre le parc. Mais la différence, c'est que le personnage d'Hector dans le film a une petite fille. Au début, il fait un boulot qui est un peu un sale boulot. Enfin, c'est une espèce d'agent immobilier un peu véreux qui se débrouille pour fermer les usines, etc. Donc, un personnage qui est au début antipathique et qui va devenir finalement plus humain en devenant un monstre. Donc déjà, ça rend le truc plus intéressant. Et il a vraiment une trajectoire qui dure tout le film. C'est-à-dire que à la limite, on n'a pas besoin de suite. C'est-à-dire que l'histoire avec Hector, elle se suffit à elle-même. Et c'est exactement ce qu'on voulait pour le film. C'est une histoire pour le film.
Et par contre, après, alors mon boulot, enfin je dirais mon boulot, ce que je m'efforce de faire, c'est quand même de garder une cohérence dans tout Zombielenium. Donc en fait, ce qui se passe dans le film est un préquel du tome 1. Je voulais donc faire un univers de monstres, je voulais aussi télescoper cet univers avec l'univers social de l'entreprise, parce que c'est aussi un univers qui me fascine. Moi qui n'ai d'ailleurs jamais travaillé dans un grand groupe ou dans une grosse boîte, donc d'autant plus. Et ça commence avec une momie qui fait du stop au bord de la route, et un vampire et un squelette qui s'arrêtent et qui lui dit « viens, on rentre ». Voilà, et ça commence comme ça. À ce stade, franchement, je savais pas du tout où j'allais. Et en fait, si je crois avoir lu, c'est que cette idée à la base de faire une série sur les monstres vient tout simplement d'une couverture que tu as fait de Spirou. Oui, voilà, c'était une couverture je crois que c'était en 2008. Frédéric Niffle, donc le rédacteur en chef de Spirou à l'époque, m'appelle pour me commander une couverture pour le numéro d'Halloween. Donc moi je lui dis OK. Et ce faisant, en fait, j'ai retrouvé un univers que j'avais complètement laissé tomber après l'adolescence, qui était l'univers des monstres, parce que je dessinais beaucoup. J'avais même fait une BD avec un vampire, un squelette, etc. Et je pense qu'arrivant ensuite aux études supérieures, je pense que les profs, j'étais aux Arts Déco de Paris, et les profs étaient passionnants, mais ils nous faisaient se focaliser uniquement sur des thématiques très sociales, ce qui était très intéressant d'ailleurs par ailleurs, mais en fait, tout ce qui était fantastique, c'était vraiment, voilà, c'était un truc de geek, voilà, il fallait que je laisse tomber tout ça. Et ce qui est drôle, c'est que finalement, Zombielenium, c'est un peu la collision de ces deux univers. Donc cet univers justement social qui est celui de l'entreprise, et cet univers aussi fantastique qui est celui des monstres. Et en fait, c'est vraiment comme si j'avais un besoin de faire ces deux univers coexister, alors qu'à la base, il n'y a pas tellement de rapport entre les deux. Alors que pour moi, il y en a beaucoup. C'est vrai que j'ai grandi dans un milieu où il y avait la plupart des gens faisaient des études de commerce ou des études d'ingénieur ou des hautes études, et je les ai vus vraiment se transformer en vampires. C'est-à-dire qu'il y a du jour au lendemain, ils ont eu un discours très, très dur. Quand ils ont commencé à avoir des boulots à responsabilité, ils ont commencé à parler de leurs subordonnés vraiment d'une manière assez étonnante. J'ai entendu plusieurs fois, voilà, il faut manger pour pas être mangé. D'ailleurs, c'est une phrase que j'ai reprise dans le tome 3, que dit un moment un vampire. Et c'est vrai qu'on retrouve, on dit souvent, par exemple, de certains managers qu'ils ont les dents longues. Bon, l'analogie avec les vampires, elle est pas si loin. Les zombies sont plutôt les travailleurs, c'est pour ça qu'ils sont syndiqués. Donc c'est le cas dans le tome 1, c'est aussi le cas dans le film. Ensuite, on a les loups-garous qui sont peut-être les cas de sup. Ensuite, les vampires qui ont vraiment les boulots au-dessus. Et ensuite, les démons qui correspondent aux grands patrons. Et c'est d'ailleurs ça que j'aborde dans le tome 4. C'est-à-dire que là, on grimpe au-dessus et on aborde un peu le CAC 40 des monstres. C'est-à-dire qu'ils sont en dehors, ils sont au-dessus, enfin plutôt en dessous, puisque c'est l'enfer. Et là, c'est la grande réunion des démons à laquelle on assiste au début, quoi. Alors justement, on va venir sur le tome 4, puisque effectivement, on a un trou pour le lecteur, un trou assez important. On a fini par un cliffhanger terrible. Et puis, 4 ans plus tard, on arrive à un tome 4 où il y a une ellipse totale, puisque la résistance est déjà en place. Certains sont sortis du parc. Oui. Alors, pourquoi pourquoi cette ellipse, du coup, il y a plein de... en tant que lecteur, on est un peu déstabilisé quelque part. Nos héros, en fait, ils sont plus dans la survie, finalement, que dans le combat. Mais en fait, finalement, c'est vraiment la suite logique, en fait. Au départ, le tome 4, je voulais faire démarrer, en fait, c'est pour ça d'ailleurs qu'en plus il y a des flics dedans, parce que du point de vue un peu de l'extérieur, c'est-à-dire un commissaire de police ou un juge qui regarde un tableau avec les disparitions, qui dit c'est quand même bizarre, il y a toutes ces disparitions autour du parc. Et en fait, mais ça supposait en fait de faire toute une trame policière, et je me sentais pas parce que là c'est quand même quelque chose d'assez complexe. Au départ, c'est connu par les villageois en fait à côté. Donc ça c'est le cas dans le film, c'est le cas dans la BD. Alors c'est d'ailleurs ce que j'exploite à fond dans le tome 2, c'est-à-dire ce rapport entre les humains, les monstres. Mais alors ça je dirais le tome 2 se détache un peu des autres parce qu'il a son thème à lui, et ce thème qui est vieux comme le monde, enfin dans tous les films de monstres, à commencer par Freaks, voilà, c'est ça, c'est qui sont les vrais humains, qui sont les vrais monstres. Et je pars du principe que les villageois
sont au courant, mais en fait tout le monde les prend pour des vieux schnocks superstitieux, du coup personne ne les croit. Mais j'ai quand même mis dans le scénario beaucoup d'humains. une flic aussi, qui s'appelle Léonie. Et alors pour la petite histoire, je ne sais pas trop comment viennent les idées, mais il se trouve pourquoi il neige par exemple au début du tome 4. En fait je me rappelle, j'étais à Annecy à ce moment-là, je m'étais pris une petite semaine pour écrire comme ça dans un petit chalet, et puis il neigeait. Et là je me suis dit, tiens, pourquoi je ferais pas ça en hiver? Donc ce qui n'était pas une si bonne idée que ça. Alors c'est marrant de montrer que les saisons passent, parce qu'après tout, c'est vrai que dans chaque lieu, à un moment il neige dans l'année. Mais ce qui était une grosse galère, parce qu'après il a fallu que je dessine les manteaux, les bonnets, les écharpes. C'était une horreur. À la fin, j'en avais marre et tout. Donc il va falloir que je trouve une solution à ça pour les tomes suivants. Mais en fait, oui. Et donc ça se passe en hiver. Et alors ensuite, il y a donc cette évasion avec ce zombie. Et puis cette voiture de flics qui arrive comme ça, dont c'est où, enfin ce sont donc des vrais flics. Et alors là, évidemment, il y a une influence Fargo énorme, à la fois parce que il y a la neige, et puis c'est comme si c'était tellement Fargo que pouf, il y a une voiture de flic qui arrive avec une fliquette qui ressemble en plus vachement à l'héroïne de la saison 1 de Fargo, avec la chapka et compagnie. Donc voilà. Et puis en fait, cette héroïne, qui au départ avait un rôle complètement secondaire, ouais. en fait, finalement, se retrouve à être presque l'héroïne de l'album. Et Gretchen, accidentellement, lui donne des oreilles de lapin. Elle dit, je veux juste que vous m'enleviez ça. Donc, je veux pas non plus me lancer trop trop creuser ce truc-là, parce qu'après, on rentre dans des trucs de religion, de trucs, c'est vrai ou pas vrai. Je préfère rester vraiment à la surface, c'est-à-dire le côté vraiment absurde. Oui. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop si les humains y croient ou pas. Dans le tome 3, pour eux, c'est uniquement des attractions. Ouais. Dans les tomes 2 et 4, ils croient que ce qu'ils voient, mais en même temps, ils voient de la magie, donc forcément, ils y croient un peu. Mais ils ont peur, donc ils ont envie de s'en aller. Donc, je joue toujours un peu sur un truc ambigu. Mais je préfère rester sur ce truc ambigu, justement, parce que ça permet justement de rester dans l'humour, de rester dans le côté décalé. Et de permettre ce que tu as envie par rapport à comment tu veux faire évoluer tes personnages aussi. Voilà, oui, c'est ça. Parce qu'après, trop rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire trop rentrer dans l'explication, parce qu'il y a après la projection du film, une fois, les gens posaient des questions, il y a quand même quelqu'un qui m'a dit « Mais pourquoi le diable, il veut de l'argent ?» Parce que c'est ça, dans le film, à un moment, le diable dit oui, Zombie Millennium ne rapporte pas assez et tout ça. Et je lui ai dit non, je n'ai pas envie de répondre à ça, parce qu'après, il faut répondre, mais pourquoi le diable, il veut des âmes, qu'est-ce qu'il en fait, etc., etc. Et après, on s'en mêle les pinceaux et on rentre dans des trucs bibliques et tout ça, avec des citations de la Genèse et tout, et moi, j'ai pas eu tout envie de rentrer là-dedans. C'est plutôt le diable du romantisme du 19e, plutôt que le diable de toutes les superstitions du 16e siècle, par exemple. Et je trouve que ça veut dire plein de choses. Et d'ailleurs, je pense que la plupart des groupes de métal, eux non plus, n'y croient pas, mais le diable, c'est quelque chose de très riche culturellement, c'est génial à exploiter. Et moi, c'est pour ça que je préfère rester dans le côté fable, dans le côté métaphorique du truc, plutôt que de commencer à me poser les mauvaises questions, en fait. Alors, ce tome 4 aussi, il a, en tant que lecteur, j'ai l'impression qu'il y a une caractéristique, c'est que le rythme change. C'est par rapport à une envie suite au travail que tu as fait sur le film, parce qu'effectivement, tu as quand même consacré 4 ans sur le film, donc ça t'a donné envie de travailler différemment au niveau de la bande dessinée Alors carrément, ouais. Ah oui, absolument. En fait, les 3 premiers tomes étaient quand même très denses. Les 3 font le même nombre de planches, ils font 46 planches, sauf le premier qui fait 44. Mais alors là, curieusement, depuis que le tome 4 est sorti, les gens me disent c'est très rapide. On est frustré, c'est très rapide, alors que c'est le même nombre de planches. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que, évidemment, avec le travail sur le film, j'ai eu envie de faire des cases plus longues et surtout des scènes qui durent plus longtemps. Parce que quand on regarde les 3 premiers tomes, surtout le deuxième, par exemple, il se passe en une seule planche, par exemple, on peut être dans 3 endroits différents avec 3 groupes de personnages différents. Et ça pose pas de problème, mais c'est quand même très, très, très dense. C'est-à-dire que voilà, j'ai calé tout comme ça, j'ai un peu tout compressé. C'est le cas aussi pour le tome 3. Par contre, le tome 4, je me suis dit, bon, là, je prends du temps. C'est vrai que la baston entre Charlotte et Gretchen au début, elle fait presque un tiers de la BD.
Et alors que, une fois qu'on l'a lu, voilà, on sait que les deux s'aiment pas et tout ça, mais je dirais c'est plus pour le plaisir de faire de prendre le temps et de faire une belle mise en scène que d'apporter quelque chose en termes de scénario. En fait, tout ce qu'on apprend, c'est qu'il y a une méchante qui s'appelle Charlotte et qu'elle n'aime pas Gretchen, quoi. Et donc, en fait, oui, j'ai pris mon temps et j'ai fait des cadrages des cases plus larges, plus cinématographiques. Je pense que c'est complètement influencé par le fait d'avoir travaillé sur le film. Mais du coup, c'est vrai que beaucoup de gens me disent, ils ont l'impression que c'est assez rapide. Donc c'est pour ça que je leur dis, savourez, lisez lentement ou lisez à 2 fois. Et là, par contre, c'est vrai que ce qui était très fort, alors c'était énorme dans le tome 1 et tome 2 et 3, on développait cet univers-là, c'est qu'aussi on s'attachait aux personnages. Ouais. Il y avait un aspect psychologique des personnages qui est... Là, quelque part, on a moins de développement des personnages, on les voit moins évoluer, sachant que on voit les personnages évoluer, mais on ne sait pas parfois pourquoi. Aurélien, on sent bien que ça va être un personnage qui est de plus en plus badass. Et puis aussi, alors, il y a, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, le second degré, l'humour second degré qui était très fort dans les 2 premières saisons. Album, oui. Dans les 2 premiers albums. On a l'impression que tu as voulu un peu effacer cette partie-là pour plus rentrer dans l'action et dans un récit qui bouge. Oui, parce que je dirais c'est vraiment à partir du tome 3 que le dénouement final prend racine, parce que il y aura 6 albums. Il y aura 6 albums, d'accord. Donc voilà, là, tu sais déjà où tu vas. Ouais. Il y en aura 6, et c'est vrai que il y a un moment, moi j'adore faire des blagues évidemment sur la comparaison entre les monstres et l'univers du travail, mais il y a un moment aussi, il faut un peu rentrer dans le vif du sujet. Et le vif du sujet, il est quand même un peu plus sombre et dramatique que ce qu'on voit au début. C'est-à-dire que je ne voulais pas faire une série d'albums avec tout le temps toujours les mêmes blagues sur les monstres à la machine à café, les blagues de bureau et tout ça. Et parce que en fait, le fond est quand même assez sombre. Oui. Ça parle de démons qui possèdent des âmes et qui, en fait, c'est comme finalement un peu de l'économie, mais où l'argent est remplacé par les âmes. En fait, en gros, c'est ça. Et ces monstres, en fait, ils veulent s'émanciper et ils veulent être libérés, en fait, de leur appartenance au diable. Donc, c'est quand même un fond qui est assez sombre, dans lequel j'essaie de distiller un peu d'humour, mais c'est vrai que je suis assez d'accord que les albums s'assombrissent les uns après les autres. Ouais. Maintenant, je ne peux plus rien laisser au hasard. C'est vrai qu'à la limite, je me suis fait plaisir avec les 2 premiers tomes. Il y a des nouveaux personnages qui arrivaient tout le temps. Et dès que j'avais besoin d'un gag, pof, je créais le personnage correspondant. Mais seulement, ces personnages, il faut en faire quelque chose après, quoi. C'est vrai que là, ma question, c'est plutôt comment je réutilise ces personnages plutôt que quel personnage je vais pouvoir créer. Et là, j'essaie d'en créer à partir de maintenant 1 ou 2 nouveaux par album, mais pas plus. Alors qu'au début, ça foisonne. Et il y a même des personnages que j'ai un peu laissé tomber, surtout un qui est la femme de Francis, par exemple, qu'on voit dans le tome 1, on la voit un peu dans le tome 2, dans une case, et après, voilà. Je ne sais pas si je vais réussir à la recaser, mais je pense qu'il ne faut pas trop... il faut faire attention, en fait. Quand on crée des personnages, il faut aussi se dire qu'on va les réutiliser et qu'ils ne peuvent pas tout d'un coup disparaître, quoi. Pour les prochains tomes, est-ce que c'est une frustration de voir limite à 46 pages par rapport à ce que tu as envie de raconter, ou c'est que tu considères que le format 46 pages est le format qu'il faut, et par contre tu vas effectivement devoir couper des mises en place, alors peut-être des explications qui ne sont peut-être pas indispensables à la compréhension, mais qui font parfois plaisir au lecteur. Oui, non, c'est vrai que j'essaie de limiter les explications, enfin d'en mettre vraiment quand c'est utile. À la fin du tome 4, il y a un des personnages, j'appelais ça la scène Marion Cotillard, parce qu'il y a un des personnages qui, on va dire, qui est en train de mourir, mais on s'attend à ce que le personnage parle. Et au début, ce personnage devait révéler un truc. Et puis finalement, je me suis dit non, c'est pas possible, c'est tellement cliché, le personnage qui révèle un truc avant le dernier soupir. Du coup, en fait, il révèle rien. Et puis, je dis, bon, je raconterai ça avec le tome 4. C'est bien aussi de laisser de temps en temps des petites ambiguïtés. Et c'est vrai que j'essaie vraiment de limiter à mort les explications. Mais par contre, pour la question des 46 planches, ça, évidemment, à chaque tome, je me dis, j'aimerais bien en faire 60. Mais en fait, c'est mon rythme et c'est le rythme de l'éditeur. Moi, ça me prend presque 1 an à faire 46 planches, ce qui est déjà pas mal. Oui. Bon, je pourrais dire, ok, je prends 1 an et demi pour en faire 60. Mais je dirais, c'est aussi la charge de travail, quoi. Je pense que ça correspond à ce que je suis capable de supporter en 1 an et que
voilà, là, quand j'étais sur le point de terminer le tome 4, vraiment, j'en pouvais plus. Enfin, c'est-à-dire que je passe énormément de temps sur chaque détail, etc. J'ai même triché un moment dans le tome 4 parce qu'il y a une scène qui se passe un peu dans la pénombre et c'est vrai que là, je venais de faire plein de décors super complexes et là, je me dis, allez, je vais quand même faire une scène qui se passe un peu dans le noir, ce qui se justifie complètement dans l'histoire, hein. Mais c'est vrai que ça m'a un peu soulagé parce que c'est vrai que dessiner à chaque fois les manèges, les trucs, tous les petits détails, c'est quand même beaucoup de boulot. Alors j'adore faire ça, mais c'est un peu comme si, voilà, comme si j'étais un gamin qui aime bien jouer au Lego, construire des villes, des machins, mais qu'à chaque fois, il fallait que je reconstruise les mêmes trucs. Et au bout d'un moment, voilà, c'est... Finalement, il faut le faire et puis voilà, ça devient plus une voilà. obligation. Donc les 46 planches, pour moi, c'est vraiment c'est mon rythme, en fait. C'est mon, on va dire, je me sens bien dans ce truc, ça permet de me structurer. Voilà. J'essaierai, là, pour le tome 5, de faire un peu plus, mais je ne peux pas le promettre, quoi. Le tome 5, il est écrit, enfin il est écrit, il me reste encore des trucs à retravailler, etc. évidemment, mais de toute façon je sais ce que je vais raconter à la fin du tome 6, donc je sais où je vais, mais je pense que je vais commencer à le dessiner début 2019, donc c'est-à-dire une sortie début 2020, enfin voilà. D'accord, oui, donc on est sur un rythme à peu près de 18 mois. Oui, voilà, il n'y entre, aura pas 5 ans d'écart entre le... Voilà, parce que Mais ça, c'est vrai c'était que, différent, c'est qu'on a vu autre chose. il y avait le aussi, film, donc on a- voilà. Et en fait, j'avais commencé à travailler sur le film, et là, ensuite, mon éditeur a un peu gueulé en disant, dis donc, il n'y a que 2 tomes, tu veux pas quand même en faire un 3e. Donc, mon producteur a accepté quand même que je prenne un an pour faire le 3e, et ensuite, j'ai retravaillé sur le film, et c'est là où est sorti donc, ce 3e, donc le tome 3. Et donc, en fait, il n'y a eu que 4 ans d'écart, mais en fait, il doit y en avoir 5, donc voilà. Donc, je sais que 4 ans d'écart, c'est beaucoup, 2013-2017, mais bon, en même temps, il faut du temps pour faire un film, quoi. Et le film, en plus, enrichit l'univers. Enfin, pour moi, c'est un tout, finalement. Pour moi, je bosse sur Zombilenium depuis 10 ans, quoi. Donc, Oui, surtout plus le clip que tu avais ouais. fait aussi. Ah bah, il y avait le clip qui était le pilote du film et qui raconte aussi l'arrivée de Sirius dans le parc. Donc tout ça est mélangé. Donc c'est un peu un grand truc. Puis après, je me ferai évidemment un malin plaisir lors d'un 2e film, par exemple, ou peut-être d'un spin-off, de raconter ce qui se passe entre le film et le tome 1, ou pourquoi pas entre le tome 3 et le tome 4, j'en sais rien. Enfin, c'est un univers, moi j'essaie de le garder cohérent pour justement pouvoir ensuite peut-être insérer d'autres épisodes. Donc, mais j'ai d'autres projets aussi, alors je sais pas, alors ce serait peut-être plutôt en BD, mais c'est de dire par exemple qu'il y a... là, on parle d'un parc d'attractions, d'un Zombilenium qui se situe dans le nord de la France, mais c'est de dire qu'il y a des Zombilenium dans d'autres endroits dans le monde. Et de dire, par exemple, qu'il y a un Zombilenium aussi, je ne sais pas, à Manchester, enfin dans des endroits où il y a eu vraiment, où la révolution industrielle a vraiment une ampleur, quoi, où il y a eu beaucoup d'usines, notamment pas forcément minières, enfin des endroits où vraiment... lié à la révolution industrielle, pourquoi pas en Asie, parce qu'il y a énormément de monstres aussi en Asie, des monstres très différents. De toute façon, je pense que toutes les cultures du monde ont leurs propres monstres. Leurs démons, voilà, leurs démons. et Voilà, donc ça serait plus voilà, faire peut-être quelque chose comme ça, enfin plus pas forcément quelque chose dans le temps avec 36 000 spin-offs, sequel, préquel et tout, mais plutôt quelque chose dans l'espace où on peut imaginer qu'il y a eu voilà, d'autres Zombilenium, d'autres ouvertures sur l'enfer, comme ça, dans d'autres endroits du monde. Eh bien, écoute, tout ça nous annonce un programme alléchant. Pour nos lecteurs, donc, profitez du tome 4 qui est enfin sorti, parce qu'au moment où la vidéo sort, l'album est en librairie, donc profitez-en. Dites-vous que vous n'aurez pas 5 ans à attendre pour le tome 5, ni voilà. pour le tome 6. Donc ça, ce sont des très bonnes nouvelles. Et puis que voilà, on va continuer à suivre ton travail. Et pour ceux qui connaissent les Zombilenium mais qui ne connaissent pas les autres travaux d'Arthur, je vous conseille fortement de lire La Marche du Crabe. Merci. Un pur roman graphique magnifique qui est aussi social. Puisque là, on parle des révolutions. Tout à fait. Ouais. Et puis, dans un autre genre qui n'a rien à voir, auquel tu as fait référence d'ailleurs dans le petit numéro de Spirou et Flux Glacial, Les Péchés Mignons, qui là, c'est beaucoup plus léger et drôle, et très très drôle. Et là, c'est de la bande dessinée adulte, donc je le dis tout de suite. Voilà, c'est bon, ça y est. Mais en tout cas, merci Arthur pour merci cet entretien. Et puis, on vous donne rendez-vous pour d'autres strip tracks, d'autres interviews. Et surtout, lisez de la bande dessinée. Salut.